Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un book unhaul ou en tout cas vous présenter les livres dont j'ai décidé de me débarrasser cette année. Je fais régulièrement du tri dans mes livres, en réalité je vais regarder un peu plus de la moitié de ce que je lis et le reste je le donne. Il s'agit principalement en fait de livres que je n'ai pas aimés ou en tout cas pas trop aimés et je n'ai pas l'intention de relire dans un futur proche. Voilà, j'adore acheter les livres d'occasion et j'aime bien savoir que les livres que j'ai lus pourront être lus par d'autres personnes qui d'ailleurs les apprécieront peut-être plus et trouver une place plus chère dans leur cœur ou leur étagère. Bref, on va y aller tout de suite. Juste, je me suis créé hier un compte Vinted pour vous permettre d'en acheter quelques-uns si vous voulez. J'ai tout mis à 1€ quasiment, c'est premium sur la plateforme. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez je pense à peu près la moitié parce que ma mère va conserver l'autre moitié. Elle est un peu plus attachée que moi à l'objet de livres, même quand elle les a pas aimés. Et surtout, il y a une bonne partie qu'elle n'a pas lu et qu'elle aimerait lire. Bref, simplement pour dire que tout n'y sera pas, mais si ça vous intéresse de jeter un œil, vous pouvez y aller. En tout cas, les livres en anglais, ils sont. Bref, on commence donc avec Le bal des folles de Victoria Mass, qui est un roman contemporain qui est sorti l'année dernière ou cette année, même il y a 2 ans en fait, mais il est sorti en poche cette année je crois, et je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux l'année dernière. J'avais très envie de le lire, donc comme je l'ai trouvé en bouquinerie pour pas grand chose, je me suis dit que c'était l'occasion. Il m'a intéressée parce qu'on est en fin 19e, 1885 à Paris. Et on s'intéresse notamment à l'hôpital de la Salpêtrière où étaient internées les femmes qu'on jugeait folles, hystériques, etc. Ou en tout cas toutes les femmes qui ne répondaient pas aux injonctions de la société dans laquelle elles vivaient. Et on va s'intéresser principalement à 2 femmes, 2 aliénées et l'une des infirmières. Voilà. Le plot était pas trop mal, sauf que c'est pas vraiment une lecture qui m'a plu, alors pour beaucoup de raisons. D'abord, je trouvais que les personnages étaient très creux. Nos 3 personnages principaux sont assez réduits à 2 traits de caractère, et alors le reste des personnages n'est même pas... J'avais pas grand chose à en dire, ils sont pas du tout approfondis, j'ai pas trouvé que c'était forcément très très bien écrit, et il y a ce côté un peu gothique, excessif, dans le sens où c'est très dramatique, très frissonnant comme ça, on s'évanouit, ce genre de choses, c'est pas tellement ce que j'apprécie en général. Donc voilà, c'est pas une lecture qui m'a transcendée, mais c'est vrai que c'est un thème qui m'intéressait. Je pense que je voulais aussi lire Anna Hope, Le bal de quelque chose aussi. Voilà, si jamais vous l'avez lu et que vous l'avez aimé ou pas d'ailleurs, vous pouvez m'en faire part en commentaire, je sais pas si je lirai celui-ci. Et sur le même thème, moi je l'avais lu il y a au moins 3-4 ans maintenant, Margaret Atwood, je ne sais plus le titre. Je sais que c'est Captive parce que la série est sortie sur Netflix à l'époque. J'avais beaucoup aimé aussi, j'avais mis à la fois le livre et la série, voilà, qui traite aussi un peu de la même thématique et qui, selon moi, est beaucoup plus approfondie et aussi beaucoup plus psychologique, etc. Voilà, là je trouve qu'on reste très en surface, que c'est aussi un peu... ça se veut féministe en fait, hein, c'est féministe hein, mais un peu scolaire. Elle nous dit ce qu'elle a envie de nous dire, on pouvait le voir par nous-mêmes, bref, sans plus. Ensuite, on a La conjuration des imbéciles, John Kennedy Toole, donc classique américain. On va suivre un jeune, je ne sais plus quel âge il a plus d'une trentaine d'années, qui vit encore au crochet de sa mère, qui refuse de travailler, qui se dit surdoué, etc. Et c'est une satire en fait de la société américaine, de sa bourgeoisie, de sa pauvreté, de son monde du travail, aussi de l'addiction, du tabac, de l'alcool, etc. C'est satirique tout du long, mais dans le sens très sarcastique, très ironique, grinçant, cynique même, un peu trop. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et certains passages sont très très bien et c'est bien écrit, hein, mais ça m'a pas transporté plus que ça non plus. Et en fait, j'ai pas trop compris où il voulait en venir. Le début est sympa, après ça n'en finit plus. Donc sans plus non plus. Mais je suis quand même contente d'avoir lu ce classique. On a ensuite Un voyage en Inde de Tavares, dont je vous ai parlé dans une de mes récentes vidéos sur le Portugal, les auteurs portugais. C'est un contemporain qui a réécrit l'Odyssée en façon contemporaine. Donc on est en l'an 2000 et on a un jeune portugais qui, après un drame, après une chagrin d'amour aussi, part faire un voyage pour trouver la sagesse. Il ne trouvera pas la sagesse, bien entendu, il va se rendre compte surtout de
que les hommes sont partout pareils et que ça ne sert à rien de fuir. Il vaut mieux plutôt chercher les réponses en soi et surtout accepter le monde tel qu'il est et après chacun d'adopter le comportement qu'il souhaite. Voilà, c'était une bonne lecture, mais pareil, c'était plus de la curiosité, j'ai pas adoré plus que ça non plus. Ensuite, on a Le Cavalier suédois de Léo Perutz, qui est un auteur autrichien très réputé du XXe siècle. On est ici sur un conte fantastique, merveilleux, réaliste, un peu mélange de tout, dans une forêt, alors je sais plus exactement quand, je dirais XVIIe siècle, mais je ne suis plus sûre. Bref, on va suivre en fait, à la base c'est deux compagnons qui se retrouvent un peu tous les deux dans une forêt. On a un noble et on a un brigand, un pauvre. Et par une espèce de manipulation, le brigand va réussir à prendre l'identité du noble et donc vivre la vie que l'autre aurait dû vivre. Et il va notamment... Enfin, je vais pas vous en dire trop en fait si jamais il vous intéresse. En tout cas, ça m'a pas hyper convaincu, c'est pas forcément un style en fait que j'aime lire, donc je me suis pas hyper retrouvée, mais ça reste bien écrit, je sais que beaucoup l'ont aimé, donc voilà. Ensuite, on a Premier amour de Tourguenieff, qui est un classique russe. Comme le titre l'indique, c'est un jeune adolescent qui va tomber amoureux de sa voisine, mais sa voisine qui joue un peu avec tous les garçons qui lui tournent autour, peu importe leur âge d'ailleurs. Et voilà, donc on suit un peu ses premiers sentiments amoureux, cette jalousie, cette honte, etc. Bon, c'était bien, hein, mais ça m'a pas non plus emballé plus que ça. Je crois qu'il y a une autre nouvelle d'ailleurs que je n'ai pas lue, Lanchard, qui arrive juste à la suite. L'auberge de Grand Chemin aussi. Bref, ouais, j'ai pas été hyper intéressée par cet ouvrage. Tant pis. Ensuite, on a Jézabel d'Irène Nemirovsky, dont je vous ai aussi déjà parlé dans mon bilan de l'année dernière, puisque c'est l'une de mes pires lectures de 2020. On y suit, en fait, on a une femme d'une soixantaine d'années qui est jugée au tribunal pour avoir assassiné son amant, et on va revenir sur son passé à travers plusieurs témoignages, voilà, ce qu'a été sa vie pour l'amener à commettre ce crime. Et en fait on se rend compte que c'est une femme qui est complètement obsédée par son physique et qui n'a toujours existé qu'à travers le regard des hommes, les désirs qu'avaient les hommes pour elle, avec l'idée qu'une femme qui vieillit, qu'une femme qui n'est pas belle, qu'une femme qui ne prend pas soin d'elle, etc., n'est pas désirable, ne peut pas être aimée, etc. Bon, c'est une dénonciation hein, de l'autrice, je pense quand même, mais n'empêche que la lecture est hyper désagréable, c'est très sexiste. J'ai pas trouvé ça forcément bien écrit, c'est très redondant. Je sais que cette lecture a beaucoup plu, donc je suis peut-être pas hyper objective sur celui-ci, c'est vrai qu'il m'a déplu du début à la fin, mais je me suis vraiment pas retrouvée et j'ai pas compris l'intérêt de ce roman, tout simplement. Alors là on a The Lonely Polygamist par Brady Udall, dont je ne pourrais pas vous dire grand chose, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête pour pas grand chose non plus, mais je l'ai même pas lu. Et en fait je ne le lirai pas, il y a tellement de choses que je veux lire, ça sert à rien que je me rende compte de trucs que je ne lirai pas. Bref, je crois que c'est la vie d'un mormon qui est marié, qui a plusieurs femmes, plusieurs enfants, une vingtaine d'enfants, et qui pour un job s'éloigne de sa famille et il va avoir une maîtresse. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Il y a toute une réflexion apparemment sur l'amour, la famille, etc. J'en avais lu pas mal de bons retours, c'est pour ça que je l'avais acheté. Si jamais ça vous intéresse, voilà, je pourrais pas vous en dire grand chose de plus. On a ensuite Les Grands Capitaines de Jorge de Sena, qui est un auteur portugais du XXe, dont je vous ai aussi parlé dans ma vidéo sur le Portugal si jamais vous voulez en savoir un peu plus. En tout cas, c'est un recueil de nouvelles qui dresse le portrait du Portugal de Salazar, avec un focus sur l'armée, sur la misère, sur donc le monde militaire, mais aussi sur la sexualité, l'homosexualité, la répression, l'oppression, sur la prostitution aussi. Voilà, donc c'est intéressant historiquement parlant, c'est pas toujours facile à lire, c'est très froid, c'est très distant, les personnages n'ont pas de nom. Voilà, c'est... Ici on est vraiment sur, je dirais, une satire un peu historique, sociale, mais si vous voulez en savoir plus sur le Portugal, c'est une lecture que je peux vous recommander. On a ensuite Silence de Shusaku Endo, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un classique japonais donc publié en 1966. On est au XVIIe siècle. On a un missionnaire, un prêtre
portugais qui part au Japon parce que la foi chrétienne y est complètement réprimée. Et surtout, on dit que tous les missionnaires occidentaux envoyés là-bas sont torturés, exécutés, et c'est le cas de son professeur qui aurait, sous la torture peut-être, ou en tout cas il a apostasié, donc il a renié sa foi, et c'est pour ce jeune prêtre complètement... Enfin, c'est impossible, il ne peut pas concevoir que son professeur ait pu renier sa foi, et donc il va essayer de comprendre et il va se rendre au Japon et effectivement se rendre compte de ce qui s'y passe et de ce qu'on fait subir aux chrétiens. Silence voulant ici, se référant ici en fait au silence de Dieu face notamment à la torture, à l'exécution et à la souffrance que vivent ses fidèles. Voilà, c'est une lecture en fait qui m'a pas mal ennuyée, c'est très lent, c'est très religieux aussi, hein. Il y a beaucoup de parallèles et de références à la Bible dont je ne suis pas forcément hyper familière, et c'est tout. C'est pas une mauvaise lecture, mais ça m'a pas non plus transporté, quoi. Ensuite, on a Mira de Maria Velo da Costa, dont je vous ai aussi parlé dans ma vidéo sur le Portugal, que je n'ai pas du tout aimé. C'est un roman contemporain, elle est décédée il y a seulement quelques années, et on y suit en fait Mira, comme le titre l'indique, qui est une jeune ado, une jeune femme, qui fugue et qui va être recueillie de maison en maison par des gens plus ou moins bien intentionnés, jusqu'à trouver l'homme de sa vie, ou en tout cas un jeune homme un peu plus âgé qu'elle qui me la demandera en mariage d'ailleurs. Mais voilà, c'est un récit qui se veut très poétique, qui s'intéresse au mal, à la noirceur de l'âme humaine, avec tout ce que la cruauté dont l'homme est capable, mais qui est pourtant à certains égards très vulgaire, avec un langage très familier, dont j'ai pas trop compris pourquoi il était là, et qui casse un peu ce rythme. On a un chien qui parle, voilà, ça m'a un peu perdue. En fait, j'étais intéressée par cette autrice parce qu'elle est très reconnue au Portugal, elle a été femme de lettres, etc., pour son maniement de la langue et pour sa poésie justement. Mais je pense, à mon avis, que la traduction joue beaucoup et que c'est peut-être pas forcément idéal, et que ce serait l'une de ces autrices ou auteurs qu'il faut lire dans la langue originale. Je pense peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye aussi d'expliquer ma lecture, mais ouais, je trouve que le style en fait ça va pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Puis on a Tanizaki, le meurtre d'Otsuya, qui est une courte nouvelle donc de Tanizaki, qui m'a pas tellement plu non plus. Je sais plus exactement ce qui s'y passe. On a un jeune homme qui travaille pour un patron dans une boutique. C'est un jeune homme très sérieux, qui travaille bien, etc., très respectueux, sauf qu'il tombe amoureux de la fille du patron, qui le pousse un peu à l'emmener, parce qu'ils peuvent pas se marier bien sûr, parce que lui, en termes social, est inférieur, donc le père ne veut pas qu'il épouse sa fille, et donc ils vont fuir, sauf que cette fille va se révéler... va le tirer vers le bas et va se révéler très malveillante, et voilà, ça va pas du tout se passer comme prévu. En gros, c'était pas trop mal, mais sans plus. Là, on a le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows, dont je ne peux rien vous dire, je ne l'ai pas lu, je l'ai en double en fait, je ne sais pas pourquoi. Je sais même pas si je le lirai vraiment un jour, mais apparemment c'est très sympa, je crois que c'est contemporain, c'est drôle, c'est léger, bon, voilà, peut-être que je m'y mettrai. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, La Jungle de Upton Sinclair, classique américain, 1901, 1902, 1900 peut-être, que j'avais très envie de lire, que j'ai lu l'année dernière et qui ne m'a pas non plus tellement plu. C'est une description du monde industriel et de la pauvreté, etc. aux États-Unis, à Chicago, dans une ville où la population vit notamment de l'abattoir. On y suit la famille de Jurgis, qui sont des immigrés d'Europe de l'Est venus chercher une meilleure vie, le rêve américain. Bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça, et donc c'est un ensemble de péripéties malheureuses, il leur arrive tous les malheurs du monde. C'est très satirique et ça conclut un peu à une propagande sur le socialisme. Voilà, c'est un peu too much pour moi. Bon, historiquement c'est intéressant, je suis contente de l'avoir lu, mais sans plus, et ça m'a pas mal déçue. Voilà pour ça.
le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, excellente lecture. Il est là parce que je l'ai tellement adoré que je l'ai acheté en fait dans une collection beaucoup plus sympa. Et là je l'avais trouvé un peu par hasard dans une bouquinerie. Je sais pas si j'ai besoin de vous décrire ce livre. Si jamais vous l'avez lu en tout cas en langue originale et que vous voulez essayer de le lire en anglais, je vous le conseille vraiment grandement. Il est sur Vinted et voilà, bon, il est dans un état très... il n'est pas dans un bon état, hein, mais si comme moi c'est pas vraiment ce qui vous intéresse, je vous le conseille grandement. Des nouvelles de la Maison Bleue, As néerlandaise, agréable à lire, je vous en ai parlé récemment aussi dans une de mes dernières vidéos. C'est deux sœurs qui se retrouvent après une quarantaine d'années sans se voir. Elles se retrouvent à la maison familiale pour la vendre à l'héritage, vu qu'elles ont perdu leurs parents. Et elles ont vécu un peu des vies tumultueuses, enfin différentes, puisque le père est mort très jeune, donc elles ont été élevées dans un village néerlandais. Et quand le père est mort, la mère étant d'origine argentine, elles ont été vivre en Argentine et là l'une a suivi le cadre très classique, très bourgeois, avec un mari notamment militaire, alors que l'autre est plutôt dans la révolution de l'autre côté. Et donc voilà, elles se retrouvent et elles essayent d'expliquer ces différences et de renouer l'une plus que l'autre dans cette fameuse Maison Bleue. C'était bien écrit, c'était cependant selon moi trop surfait. Du coup, As nous parle en fait de cette période tragique et noire de l'Argentine, mais de façon très anecdotique. Et j'ai pas trouvé tellement d'intérêt. Voilà. Mais je relirai As, seulement je vous conseille pas forcément celui-ci. Toujours Nemirovsky, Les chiens, les loups, pas mal. Mais je pense que j'ai fait un blocage avec Nemirovsky, donc voilà, j'ai encore la suite française, je sais pas si je lirai. Mais déjà j'avais en fait un peu reproché ce côté très sexiste dans celui-ci, alors Jézabel m'a achevé. Mais c'est une histoire d'amour entre deux juifs. Je pense qu'ils sont tous les deux de Pologne et qu'ils se retrouvent plus tard en France, puisqu'ils immigrent. L'un est d'une famille très riche, l'autre d'une famille très pauvre. C'est un peu l'amour impossible. L'une est artiste, l'autre est banquier. Bref, assez classique dans cette idée de construction. C'était agréable à lire, mais sans plus non plus. L'Empereur du Portugal de Selma Lagerlöf, qui est une autrice classique suédoise. Elle a reçu le prix Nobel en 1911, je crois. C'est la première femme à l'avoir reçu. C'est aussi pour ça que j'avais envie de la lire. C'est un conte. Qu'est-ce qu'on y suit exactement? Je me souviens même plus tellement. Si c'est une famille de fermiers et la fille s'en va pour chercher de l'argent et elle ne revient jamais, et donc il y a tout un mythe. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs en fait qui disent qu'elle serait devenue une prostituée, et donc le père est un peu dans le déni, il refuse d'y croire, et donc il s'invente un peu un monde et il devient un peu fou. C'était une bonne lecture, hein, c'est juste que, encore une fois, le format conte, moi, me plaît jamais tant que ça, et donc ouais, je me suis pas hyper retrouvée, mais je peux vous le conseiller quand même. Trouver dans les nuages de Chili, qui a été publié dans les années 90, 98, 99. Donc c'est une autrice chinoise c'était très bien écrit, c'était vraiment agréable à lire. Maintenant c'est très court et donc on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails, mais on y suit un couple d'apparence parfait qui vit un peu la meilleure vie, où voilà, ils semblent amoureux, ils ont un travail très très bien, et seulement un événement va faire qu'ils vont un peu se détruire dans l'intérieur, et ils vont continuer de garder cette même façade à l'extérieur, avec un peu cette idée de sang-froid ou de sauver les apparences à la chinoise. Et ouais, la relation le soir chez eux va un peu... ça va devenir terrible en fait, jusqu'à... Si ça vous intéresse, je vous laisserai découvrir. C'était une bonne lecture aussi, sans plus, donc je le relirai pas. Par contre, si je trouve Chili, je la relirai. Voilà pour ça. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, qui est un très grand classique aussi, que j'avais trouvé pour quelques centimes à Emmaüs, mais ça m'a pas plu du tout. Pareil, là on est sur un conte, c'est très très allégorique, hein, un peu le combat de l'homme contre la nature, le courage, l'honneur, etc. Puisqu'on a un pêcheur qui va tout faire pour ramener ce fameux poisson. Il n'a rien pêché depuis plusieurs jours, mais il veut ce gros poisson, et donc c'est le combat entre cet homme et l'animal qui va
lutter pendant plusieurs jours en mer sur son bateau. Voilà, ça m'a profondément, assez ennuyée. Toute cette idée aussi de ce qui fait l'homme viril, etc. Ça m'a pas plu. Le pouce-pouce de Lao Tse, classique chinois, qui pour le coup, pareil, on est toujours un peu sur un conte, une fable. On suit un jeune homme qui va toute sa vie essayer de gagner sa vie justement, en tirant un pouce-pouce d'abord, et il va essayer de se construire une petite fortune, et en fait ça va jamais se passer comme prévu. Et ouais, c'est un peu le portrait aussi social de la Chine de l'époque. C'était pas mal, hein, vraiment, c'est une lecture que je vous recommande si déjà vous vous intéressez à la littérature chinoise, mais même pour en savoir un peu plus sur la Chine de cette époque. Ça m'a pas non plus transporté plus que ça, pareil, je le relirai pas, peut-être que je lirai autre chose de Lao Tse. Il a écrit des plus gros romans, plus denses aussi et plus historiques, pour lesquels il est plus reconnu, plus engagé. Alors que là on est vraiment sur quelque chose de plus classique. Voilà. Quand nous étions orphelins de Kazuo Ishiguro, que j'ai bien aimé aussi, mais pareil, sans plus. Ishiguro, j'avais adoré Les Vestiges du jour, qui est l'un de mes livres préférés, et je n'avais pas du tout aimé Auprès de moi toujours. Donc voilà, j'avais réitéré l'aventure avec ce troisième roman. C'est un détective, journaliste, je sais plus trop, londonien, qui repart sur la trace de son enfance puisqu'il a été élevé dans la concession internationale de Shanghai et ses parents ont disparu, été assassinés, on ne sait pas trop. Lorsqu'il était enfant, il a été adopté par sa tante en Angleterre et plusieurs années après, il revient sur cette histoire et il repart à Shanghai pour essayer de comprendre ses origines et vraiment ce qui s'est passé. Et c'est tout aussi un rappel d'histoire sur le trafic d'influence des puissances occidentales dans cette partie du monde, notamment aussi par rapport au trafic d'opium et la drogue, etc. et toutes les conséquences que ça a eu. Donc historiquement c'est assez intéressant, maintenant c'est assez peu crédible à certains moments. Ça m'a pas transporté non plus que ça. Une existence tranquille de Kenzaburo Oe, qui est un roman, essai, autobiographie de Oe, qu'il a écrit vraiment à la fin de sa carrière, hein, on est en 94 je crois. Il n'écrit que des essais depuis. Et j'avais adoré ses nouvelles, Dites-nous comment survivre à notre folie, qui est pareil, l'un de mes livres préférés de tous les temps. J'ai pas tellement accroché à celui-ci parce que c'est vraiment autour de Kenzaburo Oe. Il vient nous expliquer ses influences, donc il parle de films, de livres que je n'avais pas forcément vus ou lus. Et il fait ça à travers le journal que tient sa fille lorsque apparemment il serait parti avec sa femme aux États-Unis et qu'il a laissé sa fille et son plus grand fils s'occuper de leur plus jeune fils qui était handicapé. Bref. Voilà, donc c'est sur la forme d'un journal et il se passe absolument rien, quasiment. C'est vraiment voilà, toute cette réflexion autour de ce qu'a été sa vie, ses regrets, le rôle qu'il a eu auprès de son enfant handicapé, auprès de sa fille aussi. Et encore une fois, toutes les influences artistiques qui ont un peu fait et construit son œuvre. Voilà. La mère de Yoko Ogawa, qui est un court recueil de nouvelles. Yoko Ogawa, auteure contemporaine japonaise. Pareil, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Il y en a qui sont vraiment pas mal. Mais c'est en fait avec ce livre que j'ai découvert Ogawa. J'ai ensuite lu L'Hôtel Iris que je garde parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'en lirai très certainement d'autres. Mais voilà, c'est des petites nouvelles très poétiques. Pour le coup, je vous le conseille vraiment si vous le trouvez. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on a Voyage autour de mon crâne de Carinti, le père, Frigi, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est un auteur hongrois. Et c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une autobiographique, puisqu'il revient sur sa tumeur au cerveau. Et il nous raconte comment il l'a vécu, que ce soit intérieurement, aussi par rapport aux réactions de son entourage, par rapport au séjour qu'il a pu effectuer à l'hôpital, etc. Donc c'est aussi par rapport à des hallucinations, à ce qui se passait dans sa tête, à sa perception de la maladie, sa perception de la vie, de la mort.
Enfin, ça m'avait intéressé aussi parce il est réputé pour être très sarcastique, avec beaucoup d'ironie. Vous savez peut-être que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sauf que là, j'ai pas du tout accroché. Pas du tout, ça m'a profondément même ennuyé. Donc voilà, je ne saurais pas trop vous en dire plus, ça m'a pas marqué. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, on a Isabelle d'André Gide, qui est une très courte lecture, qui là aussi m'avait plu. Bon, très agréable à lire, mais pareil, voilà, je ne le relirai pas. Je l'ai lu il y a longtemps celui-ci. C'est un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme. Oh, mais ces descriptions hyper originales, ça pourrait être n'importe quel livre. Mais non, je suis un peu embêtée là, je sais pas quoi vous en dire. Je pense alors, si je me souviens bien, ils sont dans un château. Et lui revient là l'été, il espère toujours la croiser, toujours qu'il se passerait un truc. Et elle est un peu mystérieuse comme ça. Donc il l'attend un peu désespérément. Je crois que c'est à peu près ça. Non, c'était vraiment une lecture qui, j'en garde vraiment un bon souvenir, une bonne atmosphère, etc. Mais voilà, les faits en soi ne m'ont pas marqué. C'est pas hyper original non plus, quoi. La secte des égoïstes d'Éric Emmanuel Schmitt. J'avais jamais lu Schmitt. Voilà, je l'ai découvert avec ce livre. J'ai adoré l'écriture, c'est très très bien écrit, c'est un peu ce côté très érudit, très j'écris pour écrire, mais que je trouve parfois très agréable. Très très beaucoup d'intelligence en fait. Et alors là, c'est par rapport à une thèse philosophique. Et donc il va créer l'école de la philosophie égoïste. Donc voilà, c'est un peu cet homme qui essaie de rassembler des gens autour de cette philosophie, mais forcément égoïste, donc chacun reste un peu pour soi. Bref, ça ne marche pas extrêmement bien, mais non, c'est très agréable à lire, ça se lit facilement, et bon, il m'a pas non plus transporté, mais je peux vous le conseiller. Orgueil et préjugés de Jane Austen, que je n'ai jamais fini, ça fait des années que je l'ai aussi celui-ci, je pensais le finir un jour, donc c'est pour ça que je l'avais encore retenté cette année, mais en fait, comme j'ai vu le film avant, je sais déjà ce qui va se passer, et j'ai vraiment beaucoup de mal à lire des livres dont quand j'ai déjà vu les films. Voilà, là ça ne fait pas exception, je pense que j'abandonne. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de films que je refuse de voir tant que je n'ai pas lu le livre. Et là, celui-ci, pour le coup, j'arrive pas à le terminer et je sais que je le terminerai pas. Donc voilà. La recluse de Wildfell Hall d'Anne Brontë. Pareil, un grand classique qui m'a profondément ennuyée, que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. En fait, je pense que ça a beaucoup vieilli. Enfin, moi, c'est peu surprenant, ça devait être très innovateur, très plus osé et plus. Comment on appelle ça ? Précurseur à l'époque. Voilà, maintenant on a tellement lu en fait d'histoires similaires, on a tellement vu et ça a tellement été repris qu'il n'y a plus beaucoup de nouveautés. Bref, on y suit une femme qui vit seule avec son fils, elle déménage dans une maison, un manoir, dans une ville, et donc un peu tout l'entourage, à cette époque, voilà, les rumeurs, etc. Qui est cette femme, pourquoi elle vit seule avec son fils, donc on s'intéresse. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison, elle est peut-être pas recommandable, etc. Et c'est cette femme qui, donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que peut-être que vous le découvrirez, mais c'est un peu cette femme qui prend son indépendance, qui contre les conventions sociales et morales de l'époque, décide de vivre sa vie comme elle l'entend et de ne pas dépendre d'un homme. Voilà, donc pour ça c'est intéressant. Maintenant, c'est non. Voilà. Ah, Mahfouz, le cortège des vivants. On est en Égypte, on est au XXe siècle, hein, c'est un roman classique. Mahfouz 1911-2006. J'ai essayé de lire Mahfouz plusieurs fois, notamment déjà avec La Belle du Caire, que je garde. Je me dis que je réessayerai de le lire à un autre moment. Voilà, on va pas non plus pousser trop loin, celui-ci j'en veux plus. Mahfouz, donc il dépeint en fait l'Égypte de l'époque, avec toujours un écosystème, un peu dans un quartier, avec les différentes classes sociales, hommes, femmes, la condition de la femme, la hiérarchie, le pouvoir corrompu, tout ça. Et c'est pas... Je retrouve un peu, alors je sais que je vous dis souvent ça et j'ai un peu du mal à le décrire, mais ce côté un peu fable, un peu conte, c'est pas très crédible, c'est des personnages très manichéens, c'est très cliché, je dirais. Voilà, et du coup j'y crois pas et je trouve ça excessif et donc ça m'a pas transportée. Et en fait là on a une famille, ils doivent déménager parce qu'ils sont sous les bombes et donc ils vont dans un quartier
plus populaire du Caire. Et on a cet homme qui se pense hyper intelligent, qui comprend pas pourquoi il n'a pas la place sociale qu'il mérite, l'emploi qu'il mérite, sauf qu'en fait il ne fait rien, il est très passif, il se plaint beaucoup. Voilà, c'est beaucoup de personnages d'ailleurs dans l'autre de Mahfouz, c'est pareil, des personnages qui se plaignent, qui en veulent à la terre entière, qui en veulent au monde entier, mais qui eux ne font rien et qui sont hyper détestables et hyper méprisants, qui sont très hautains. Et voilà, une vision de la femme aussi qui est très dégradante, bref, ça ne m'a pas plu. Maintenant, encore une fois, Mahfouz plaît beaucoup, donc peut-être qu'il pourra vous plaire plus qu'à moi. On arrive bientôt à la fin avec A Handful of Dust d'Evelyn Waugh, donc une poignée de cendres, qui est un auteur que j'avais très envie de lire aussi cette année, qui est plus connu pour avoir écrit Brideshead Revisited, je sais plus si c'est c'est le nom de la ville, qui est un gros pavé assez classique. Et là, il a aussi écrit des choses plus originales, des satires avec beaucoup d'humour, notamment Vile's Bodies et ici A Handful of Dust. Du coup, je voulais commencer par ça pour changer un petit peu. C'était peut-être pas la meilleure idée, puisque ça n'a pas plu tant que ça. C'est de l'humour très anglais, hein. Donc si on n'aime pas déjà, ça casse un petit peu. Moi je suis pas une grande fan, j'ai pas toujours trouvé ça très drôle. Mais on a un couple très conventionnel encore, petit bourgeois, et ils se marient, donc ils ont un enfant. Et on est dans ce monde complètement superficiel, ils n'ont rien à se dire, ils ont des relations qui sont complètement fausses. C'est aussi tout dans le paraître, tout dans les rumeurs, dans l'apparence et dans ce qu'on dégage dans la société, où on se positionne dans la société. Et en fait, leur relation va un peu battre de l'aile, parce qu'elle elle s'ennuie profondément dans sa maison de campagne, et donc elle va prendre un peu ses aises à Londres. Elle va tromper son mari, lui mentir, etc. Et ça va l'amener à réfléchir, à prendre certaines décisions. Il y a un petit twist qui est vraiment sympa à la fin, il y a même 2 fins différentes. Donc voilà, c'est original, etc. C'est relativement bien écrit. C'est très détaillé en fait, il y a beaucoup de précision, beaucoup de vocabulaire. Mais ça m'a pas... j'ai pas trouvé ça super. Si jamais par contre vous avez lu quelque chose d'autre de lui, je serais très preneuse parce que je retenterais bien l'aventure avec autre chose. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, avec une petite déception aussi, un ennui mortel même, Roxana de Daniel Defoe, qui commençait très très bien. Vraiment j'ai beaucoup aimé le début, sauf qu'en fait ça n'en finit pas. On a 400 pages, on n'a aucun paragraphe, aucun chapitre, c'est littéralement très long. Ça tourne en rond, c'est en boucle, c'est cyclique, parce que Roxana est une femme qui perd son mari tôt, en guerre je crois, et elle a pas mal d'enfants et il va falloir s'en occuper ou pas, mais en tout cas il va falloir qu'elle subvienne à ses propres besoins, et pour ça elle va devenir courtisane, et donc elle va se faire entretenir au fil de sa vie par plusieurs hommes. Elle va aussi comprendre les rouages du business et se faire cette petite fortune personnelle, ce qui à l'époque pour une femme était assez inconcevable. Voilà, donc pour tout ce côté-là était intéressant, il y a beaucoup de... C'est aussi, voilà, il y a pas mal d'ironie, c'est relativement osé, et en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le début, parce que c'est elle qui parle. Et elle nous parle vraiment de façon très libérée, et c'est agréable à ce niveau-là. Par contre maintenant c'est vrai que c'est assez ennuyeux quand on rentre dans ces détails de commerce, etc. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Voilà donc pour ça, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle aura su vous intéresser un petit peu. C'est un peu particulier de parler de livres dont je me débarrasse, parce que pour la plupart je ne les ai pas aimés, donc j'ai l'impression de constamment vous dire ne lisez pas ce livre. Ce qui n'est encore une fois pas le cas, hein, chacun son avis, ça ne vaut pas grand chose. Certaines de ces lectures vous auront peut-être déjà plu ou vous plairont. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis c'est tout. J'avais... Oh non mais pousse-toi un petit peu, tes petites fesses. De Paris. Ça va être très compliqué, vraiment. Oui, allez, c'est ça.